a affaire à de sacrés messieurs, des grands messieurs de la NBA, des grands messieurs gestionnaires. On va les appeler des numéros 10 dans ma team. Mais là, on parle d'NBA, soyons plus sérieux. Et on a affaire à deux gros mastodontes du poste de meneur de jeu au cours de notre session Team Duncast 96-2010. J'ai bien parlé de Steve Nash et de Jason Kidd. Alors, je vais le dire, hein, on a affaire à des meneurs de jeu blancs, encore une fois. Des joueurs stratèges, hein, parce qu'on a souvent l'image. Hein. Kidd 50% blanc, Kidd. Ouais, oui, c'est vrai, les latinos, c'est vrai les latinos, faut le dire. Et Steve Nash, ancien footballeur. Hein, encore une fois, un petit coucou aux libéraux. Hein, donc, on vous lâche pas, les gars. Et là-dessus, quels sont vos premiers points que vous voulez dire? Des meneurs qui ont marqué par leur style. À une époque où on était sur un basket qui était plus centré sur les meneurs arrière combo garde un peu, athlétiques comme Iverson, scoreurs plus, comme Iverson, Gilbert Arenas, Marbury, Steve Francis, ces meneurs-là. C'était peut-être les deux meneurs qui sortaient un peu du lot dans leur style stocktonien, j'ai envie de dire. Yes. C'est leur père spirituel. Avec ce jeu de passe qui sort de l'ordinaire. Pareil que Samuel, on a affaire à deux joueurs qui pensent collectif, qui pensent quand ils arrivent en situation d'attaque. Je pense que la première chose qu'ils ont à l'esprit, c'est de faire une passe, de trouver le meilleur spot pour son coéquipier. Et oui, c'est quelque chose, ça cassait les codes parce que on avait les Arenas, les Marbury, c'était plutôt des crosseurs et c'était moins Marbury. Scorer en premier, il fallait scorer en premier. Moins Marbury, il a fait quand même plusieurs saisons à 8-7 passes décisives. Il aimait bien briser les chevilles. Mais c'est pas le sujet. Et aussi une chose sur ces deux joueurs, c'est ces deux joueurs, quand ils sont arrivés dans une équipe, ils ont directement été impactants. Nash un peu plus tard, mais Kidd quand il arrive beaucoup plus tard. Mais Kidd quand il arrive à Dallas, il se passe quelque chose. Kidd quand il arrive à Phoenix, il se passe quelque chose. Et quand il arrive à New Jersey, il se passe vraiment quelque chose. Ce qui est drôle, c'est que c'est deux meneurs qui ont joué à Phoenix et à Dallas. Oui, en effet, leur carrière se suivent. Ils ont joué ensemble aussi. Où Nash était le remplaçant de Kidd et Kevin Johnson. Qui finissent sa carrière, hein. Ancien joueur et coéquipier de Charles Barkley, bien entendu. Les premiers souvenirs que j'ai de Kidd, c'est son duo aux Suns avec Penny Hardaway. Ouais, Penny Hardaway au poste 2. Poste 2 qui était décalé parce qu'il y avait Kidd. C'est ça. C'était sur la fin de Kidd aux Suns. C'est ça. Alors moi, j'ai un match majeur, un premier point que j'aimerais mentionner par rapport à ce duel, un match majeur que j'aimerais dire. Match de saison régulière, 2006, entre les Suns de Phoenix et les Nets de New Jersey. Un match qui allait à 2 prolongations. Et on a un score qui est donc à 161 pour les Suns, à 157. C'était un match très serré. Je répète le score, 161 à 157. Où on avait affaire à une NBA, en effet, qui était en période de transition, menée par les Suns. Grosse défense qui commençait un petit peu à se dilater, bien que ça restait toujours présent. Mais les Suns marquaient ce point de rupture au niveau du style de jeu. Et là, concrètement, ce match-là, on a affaire à des chiffres incroyables. Donc concrètement, Nash finit à un match au niveau du scoring 16 sur 25, 6 sur 7 à 3 points, 13 passes décisifs. Donc 42 points en 47 minutes pour Steve Nash. Et Jason Kidd, qui est monsieur triple-double, on en parlera bien entendu. 13 sur 26 au shoot, 3 sur 6 à 3 points, 9 sur 9 au lancer franc. Il faut quand même le dire parce que Jason Kidd est un shooter médiocre, messieurs, vous le savez très bien. Oui. Et sur le début de sa carrière. Même sur la suite, bien comme ça a duré longtemps. Il progresse. Oui, il progresse, mais ça a duré longtemps. 38 points. Il est 10e au classement des 9. 10e. Il est 10e au 9 à 3 points. Oui. 14 rebonds et 14 passes pour Jason Kidd au travers de cette rencontre en 47 minutes. Concrètement, on a des stats assez similaires, sauf au niveau du rebond par rapport à Kidd. Et ce match-là a quand même été fédérateur par rapport à ce qu'on présente ce soir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous l'avez dit, je crois il n'y a pas longtemps, Jason Kidd commence, c'est quand même le leadership immédiat. Oui, il commence. Ouais. En fait, dès que Kidd arrive dans une franchise, il est directement impactant. Quand il arrive à Dallas, il faut savoir que Dallas a fait que 24 victoires en 2 saisons. Et dès qu'il arrive, Dallas fait 36 victoires. Premier match à Dallas, il fait presque un triple-double pour son premier match en tant que rookie. Il fait, en tant que rookie, il fait 10 points, 9 rebonds, 11 assists, 3 steals pour son premier match NBA. Incroyable. Et donc, du coup, en plus, pendant sa année rookie, il terminera co-rookie avec Grant Hill. Grant Hill, yes. Et 94. Et voilà.
Après, bon, avec Dallas, ça va mal se passer avec Jim Jackson. Les 3 T. Oui, avec les 3J. Bon, Jim Jackson, ils sont brouillés avec tout le monde. 3J, excusez-moi. Oui, 3J, excusez-moi. Neveu Jackson, désolé. Oui. Jim Jackson, ils sont brouillés avec Jamal Mashburn pour le leadership offensif. Et aussi, il s'est aussi embrouillé avec Kidd. Bon, il y a une histoire de femme dans un road trip. Une histoire de femme. Il y avait une histoire de femme dans un road trip. Et bon, c'est allé au clash. Toujours. C'est allé au clash. Et il fallait choisir entre Jim Jackson et Jason Kidd. Dallas a choisi Jim Jackson. Et il l'a envoyé directement à Phoenix après. Il l'a envoyé à Phoenix, en effet. C'est pas une draft qui est marquante en termes de joueurs. Il y a quelques bons joueurs, mais c'est pas comparé à celle de Nash, par exemple. C'est la draft de 96. 96, c'est un autre niveau que la draft de 94. La plus belle draft de l'histoire, concrètement, il faut le dire. Ray Allen, on limitera de donner les noms. Iverson, Ray Allen. D'autres. PH Toraskovic, messieurs, Jermaine O'Neal. Il y a Marbury. Il y a Marbury, bien sûr. Abdourahim. Sharif Abdourahim. Non. Je ne savais pas d'où sortait ce noir avec un nom d'arabe quand j'étais petit. Je me disais peut-être que c'est. J'avais pas juste un. Je me disais, qui est cet homme? C'est ça. D'où ça sort Et Steve Nash qui est quand même timide pour le début de sa carrière. Un début assez difficile aux Suns. Donc 3e meneur, comme vous l'avez dit, derrière Kevin Johnson et Monsieur Jason Kidd, bien entendu. Qui a déjà 2 années en NBA. Il est dans sa 3e année. C'est ça, donc c'est un meneur remplaçant. Un jeune meneur remplaçant. Il part aux Mavs en 98 et il partage la main avec un certain Robert Pack. Je sais pas si vous avez souvenir. Et il rejoint aussi Dirk Nowitzki qui a été drafté par les Bucks et on l'a envoyé à Dallas. Voilà, et d'ailleurs qui sont même les meilleurs amis du monde, je crois. Les meilleurs amis, on a vu des accolades au cours des séries de playoffs où ils vont s'affronter en 2005. Il y a même Mark Cuban qui regrettait de l'avoir lâché en 2004. Lui, il regrettait et je pense que aujourd'hui il veut essayer de faire la même chose avec Doncic et Porzingis. Il va un peu recréer ce Nash Nowitzki qu'il aurait voulu avoir plus longtemps à l'époque. Tout à fait. Malheureusement, Nash, moi le premier souvenir que j'ai eu de lui justement à cette époque à Dallas, c'était un match contre les Lakers. Ils gagnent de 30 points à l'entrée du 4e quart-temps. Ils se font rattraper et ils se prennent un buzzer de Kobe à la fin. Et c'est les premiers souvenirs que j'ai de Nash. Moi, c'est ça. D'ailleurs, c'était il commençait à se faire un bon nom en fait. C'était 2004 où on commençait à le voir vraiment. Un petit peu avant. Vous voyez déjà, mais en fait là c'est les années où on commence à voir vraiment que c'est un client sérieux. Et ce match-là, c'est le premier souvenir que j'ai. Je devais avoir, j'avais, je crois. C'était la saison 2003. C'était la saison 2002-2003 des Lakers. Comme ça, je sais plus. Et puis j'ai vu ce match-là. Et la fin du règne des Lakers. La fin du règne des Lakers où ils remontent 30 points dans le carton. Et c'est le premier souvenir que j'ai vraiment. Où je commence à m'intéresser vraiment au basket. Je me permets de dire que Steve Nash remonte un petit peu avant au niveau de la montée de son apogée, notamment de la saison 2000-2001. Il a 15 points, 7 passes. On est encore loin par rapport au niveau des Jason Kidd, bien entendu. Et en effet, il y a le transfert aux Suns où tout va changer au niveau de l'explosion, messieurs. Soyons clairs. Totalement. 65 millions sur 5 ans pour Steve Nash, MVP. Des chiffres de transfert de Zidane. Moi, j'insiste bien pour lui donner un coup de chapeau à Steve Nash parce que là, on a affaire à une ligue où la domination est portée sur les intérieurs au niveau des titres MVP. Tim Duncan, double titre MVP 2002-2003. Kevin Garnett en 2004. MVP de la ligue, bien entendu, totalement sans contestation, presque à l'unanimité. Et en 2005, on a Steve Nash, ce petit blanc, 15 points, 11 passes D, qui se fait un petit peu la place là-dessus. Et franchement, là-dessus, moi, juste pour ça, je lui tire quand même mon coup de chapeau. Pourquoi? Notamment par rapport à Jason Kidd. Parce que Kidd n'a pas été MVP. Mais en effet, alors là, c'est la saison 2005. Saison 2006, il est un peu plus scoreur, 18 points par match. 18 points par match avec 10 passes D. 2006 ouais, la saison 2005-2006, et 18 points par match. 51% au shoot, 44% à 3 points, 92% au lancer franc. C'est exceptionnel. Le club de 90, 50-40. Concrètement, au niveau du scoring, il n'y a pas photo. Au niveau du scoring entre les deux, la qualité du shoot, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais Kidd est capable quand même de scorer, de faire des soirs à plus de 30 points. Et en tout cas, plus avancé dans sa carrière et plus il était capable de. Il a fait des saisons avec une vingtaine de matchs à plus de 20 points. Mais Nash était quand même plus régulier, plus menaçant au shoot. Oui, par son shoot. Et même par son jeu de passe. Son jeu de passe, il était beaucoup plus hors du commun dans le sens où il trouvait des passes dans des angles incroyables. Même parfois, j'ai l'impression que la balle disparaissait de ses mains. Il y a une action, où c'est contre les Heat, je crois, où en dribblant. Il fait une passe en dribblant, en fait il dribble sur la ligne de touche et en dribblant il fait rebondir la balle pour que l'autre joueur la récupère et parte au panier. Des actions comme ça qu'il y a que lui que j'ai vu faire ça. Il y a quelque chose avec Nash quand il rentre dans le trafic, j'ai l'impression que tout le monde le regarde parce que tout le monde a peur de faire quelque chose parce que t'as l'impression que c'est lent, on se dit mais pourquoi ils attaquent pas? Oui, parce qu'en fait, c'est un faux lent et en fait
il peut faire tellement de choses qu'en fait on n'ose pas aller sur lui et c'est ça en fait quand il rentre dans un trafic, tout le monde est paralysé et tout le monde le regarde jouer. Concrètement, dans la créativité, Nash est un peu supérieur par rapport à Jason Kidd qui n'a rien à se reprocher. Tous les deux vont finir 5 fois meilleurs passeurs de la Ligue NBA en saison régulière. Donc il faut quand même le dire. Kidd c'était plus spectaculaire. Je dis qu'il avait toujours des joueurs athlétiques avec lui. Kenyon Martin, Richard Jefferson ou Vince Carter, mais qui étaient des dunkers fous un peu. Richardson. Tu dis physique. Les mecs, tu crois que Chamberlain n'est pas maigre. J'ai beaucoup d'actions de Jason Kidd où parfois tu vois qu'il te balance la balle, tu sais pas où elle va et d'un coup tu vois Carter ou Jefferson ou Martins qui sautent de nulle part et qui t'éclatent le panier. Je me rappelle, tu regardais le top 10 à l'époque, t'avais toujours des actions des Nets où tu voyais Carter ou Kenyon Martins avec des passes de Jason Kidd par-dessus 3 mecs et après l'autre il sautait par-dessus. Tu parles de Jason Kidd. Il faut également mentionner qu'il a amené 2 fois de suite les Nets en finale NBA. Pour ça, quand même, il faut quand même lui tirer encore une fois son coup de chapeau. Pourquoi ? Parce que il y a l'échange entre Stephen Marbury et Jason Kidd qui donc se trade en plus à ce moment-là il était très bon à Phoenix mais en fait il souffrait un peu d'une mauvaise image médiatique et Phoenix ne voulait pas que Kidd soit le visage de la franchise parce que il avait des soucis personnels et des soucis conjugaux. Il a battu sa femme. Donc il fallait pas lui donner un gros contrat et ça. Je pense que le message, c'est on se porte garant de ce qu'il fait en fait. Est-ce que vous vous souvenez que Jason Kidd à chaque lancer franc faisait un bisou ? Vous savez ce qu'il signifie ? Pardonne-moi. Parce qu'en fait, sa compagne de l'époque était une journaliste qui était même dans le milieu NBA en plus, et je crois même qu'il est même sorti avec une journaliste aussi et qui a eu des problèmes. Et ce bisou-là était signifié le pardon de la bagarre qu'il y a eu à la maison. Peut-on appeler ça de la bagarre ? Mais et donc là tu parlais de sa venue au Nets. Tu parlais de sa venue au Nets. Yes. Et les Nets passent d'une équipe à la course pour un lottery pick à une équipe qui va aller en finale NBA 2 fois de suite. Mais justement en parlant de Jason Kidd. En play-off également, monsieur élève son niveau de jeu. Oui. Je vous rappelle, au niveau des stats, je pense que vous le savez déjà, c'est le seul joueur depuis 1962 à avoir fini une série de play-off en triple-double. Et là, je parle de l'année 2007, où il commence à être moins fort au niveau du scoring, ça commence à baisser. Mais ce qui est passe D, rebond, relance, Jason Kidd, on peut lui faire confiance. Même en défense. Il a été plusieurs fois All-NBA défensive. Tout à fait. Il a été 9 fois All-Défensive. Il a été 9 fois All-Défensif, 6 fois All-NBA, 10 fois All-Star. En tout cas, s'il y a une chose où il est supérieur par rapport à Steve Nash, c'est qu'il est fort des 2 côtés du terrain. Défensivement, même au rebond, il est beaucoup plus... et en plus c'est pas les rebonds qu'on a aujourd'hui en NBA où comme il y a beaucoup de shoot à 3 points, donc le rebond va plus loin et donc profite aux arrières et pas aux intérieurs. Merci. Et là ça veut dire que en fait ça met en valeur le sens du rebond de Kidd. Et tout son QI basket en fait, c'est tout son QI basket qui est reflété par ses stats au rebond et à l'assist. Alors au-delà même du QI basket, moi j'aimerais parler aussi d'un autre point, c'est le point charismatique qu'avait Jason Kidd. C'est-à-dire que quand on voit un match de basket, la personne, Jason Kidd, tu sens que le mec il a du poids, le regard, la tenue du corps, le langage, bien entendu le langage corporel qu'il avait sur le terrain. Il y a eu une action décisive, playoff 2003, finale de conférence Est entre les Nets et les Pistons. J'avais bien regardé ce match-là, action décisive. Jason Kidd qui attend l'horloge, bien entendu, et il a face à lui Chauncey Billups, qu'il a affronté plusieurs fois en playoff, bien entendu, et il va un peu sur le côté, il s'enferme, il shoot, surtout qu'on connaît le pourcentage de Jason Kidd qui est assez compliqué, et ça rentre. Et ça rentre, les Nets vont encore une fois en finale NBA face aux Spurs, où ils seront battus 4-2. Jason Kidd, il faut également mentionner qu'il était 2e au MVP à l'année 2002. Justement, la saison où il y a la reprise 2e arrivée derrière Tim Duncan. Intouchable. Monsieur Tim Duncan qui était... Justement, d'ailleurs, c'est un des choses pour défendre un peu... Nash, dans ce côté qu'il n'a pas emmené son équipe en finale, c'est que je trouve qu'à l'époque, la conférence Ouest, c'était un autre niveau que la conférence Est. Pour aller en finale à l'Ouest, il fallait sortir les Lakers, il fallait sortir les Spurs, il y avait Minnesota, il y avait Dallas. Minnesota, l'année où il y a Sprewell et Cassell, c'est quelque chose. Et Sacramento, bien entendu. Il y avait des équipes, et à l'Est, c'était beaucoup moins chargé. Il y a beaucoup de saisons où tu vois même le 8e, il a plus de 50 victoires.
il y a des saisons où tu as le 8e qui a plus de 50 victoires. Bien sûr. On s'aperçoit qu'à l'ouest, c'est la bagarre pour aller. À l'ouest, c'est vraiment la bagarre. C'est vraiment la bagarre. Forces, pour en tout cas, à l'est, il y a un vrai déséquilibre. Il y a 2-3 équipes qui se tirent. Il y avait les Pistons, il y avait les Indiana Pacers, tes amis. Et mes Sixers aussi. Tes amis et il faut mentionner les Celtics. Il faut mentionner les Celtics en 2002 qui affrontent les Nets en finale de conférence. En finale de conférence, il faut quand même le dire. Les Celtics étaient réguliers. Ils étaient capables de te faire une bonne saison et après une saison un peu. Début 2000, ils sont quand même pas mal. À l'image début 2000, c'est encore plus que Paul Pierce. C'est quelle année Antoine Walker dernier de. Bah ouais, Antoine Walker avec l'année. Je crois qu'il y a l'année où Antoine Walker il finit dernier de la conférence. Oui, Antoine Walker, c'est Antoine Walker, tout ça, et ils finissent dernier de la conférence Est. Je sais plus exactement quelle année. Faudrait que je vérifie, mais c'est un début des années 2000, avant 2005. Avant 2005. En tout cas, concrètement, par rapport aux Nets, Jason Kidd a dominé, bien entendu, à l'Est. Il faut quand même le dire. Les séries peuvent être très compliquées. Je supporte les Pacers, comme tu l'as dit. En 2002, on les a affrontés au premier tour. On allait en prolongation match 4. Ça a été... Oh, mon Dieu. Jusqu'encore aujourd'hui, c'est compliqué à avaler. Mais en effet, Jason Kidd était supérieur à 2003, la Free Agency, il y avait San Antonio qui voulait Jason Kidd, qui était chaud pour récupérer Jason Kidd. Et lui aussi. Après le titre, donc ça, le titre. Oui, et Jason Kidd était aussi chaud pour aller dans le Texas, mais sa femme voulait rester à New York pour le côté médiatique qu'il y avait à New York. Et il a fait le choix de faire plaisir à sa famille. Et aussi, faut dire aussi que en 2003, c'était à la fin d'un contrat de 9 ans. C'était un contrat de 9 ans à 54 millions. Et là, il signe après pour 100 millions sur 6 ans. San Antonio l'aura pas regretté, au final. Ils ont récupéré notre Frenchie. Ouais, c'est vrai. Et puis même, alors il faut le dire, parce que Jason Kidd, dans un vestiaire, il aime avoir le leadership. C'est-à-dire, il a été capable de mettre de côté plusieurs coachs, notamment Byron Scott, avec qui ils vont en finale NBA. Moi, je le trouve un peu trop. Je pense qu'il est un peu trop dirigiste. Ça sort un peu du cadre du leadership. Et il est un peu trop dirigiste. Et c'est pas que dans sa carrière de basketteur, ça l'a suivi aussi dans sa carrière de coach, où quand il part des Nets aux Bucks, ça se fait pas très bien, c'est un peu un coup traite, etc. Oui, mais c'est un peu, il est un peu traite. Il s'attendait pas les Nets. Et aussi aux Bucks, on le vire parce que il veut tout contrôler. Et je crois que c'est John Horst qui fait le choix de le virer. Très bon choix de John Horst. En plus, il y avait Giannis aimait beaucoup. C'est copropriétaire des Bucks de Milwaukee. John Horst. Oui. Et il a fait beaucoup de bons trades par la suite. John Horst, mais il a bien fait de le mettre à la porte. De le mettre à la porte parce que Kidd, il peut être un peu toxique des fois. Alors justement, en parlant de toxique, pour terminer avec Jason Kidd, il faut quand même mentionner qu'en 2004, il se blesse et il y a le départ de Kenyon Martin qui coupe justement l'allant des Nets comme étant des favoris pour les finales NBA, donc pour le titre bien entendu. Qui coupe Martin dans sa carrière aussi un peu. Je sais pas, ce départ a été un mauvais choix de carrière. On n'a pas compris. Concrètement, si on peut partager les parties optimales de ces deux joueurs, on a Jason Kidd tout début 2000 qui est vraiment dominant, qui finit plusieurs fois dans la première équipe NBA. Les deux finales, on n'en a pas parlé. Et Steve Nash qui marque ce coup avec ses 2 titres d'MVP. Alors, il y a quand même un point de rupture qu'il faut quand même mentionner par rapport à Jason Kidd. C'est une série de playoffs. Il est cette fois-ci au Mavs, j'ai quand même en parler. Série au Mavs 2008, premier tour face aux Hornets de la Nouvelle-Orléans, face à un certain Chris Paul. Jason Kidd, je l'ai rarement vu aussi dominé. Il avait soif. Mais oh lol. Chris Paul le tabasse. Mais je pense que Chris Paul était monstrueux. Il le tabasse. Je pense que personne n'était prêt à affronter Chris Paul en 2008. Il était tellement fort. Il était tellement fort. Même ce qu'il avait fait aux Lakers, je me rappelle une série de playoffs. Oui, non, mais le Chris Paul des Hornets, c'est un joueur vraiment chaud. Ils ont vraiment eu chaud les Lakers, alors que Chris Paul, il était limite tout seul. Et les Lakers, il y avait David West. Chaud. Oui, il y avait David West. Mais Chris Paul est un joueur sous-côté de Chris Paul des Hornets, c'est un joueur. Alors en effet, c'est la jeunesse. Chris Paul, c'est la future génération. Et par rapport à Steve Nash, il faut quand même mentionner qu'il est allé en demi-finale de conférence 2007, encore une fois face aux Spurs, avec ce nouvel échec, parce que les Spurs ont été concrètement sa bête noire. On peut le mentionner. Mais ils n'ont pas été la bête noire de qui? Bonne question. C'est ça le gros problème. Ouais. Bonne question en termes de régularité, franchement là-dessus. Et moi, j'ai quand même apprécié voir Steve Nash en finale de conférence Ouest en 2010. Ça a quand même été intéressant de les voir en finale face aux Lakers. Malheureusement, ça a été leur apogée. Ouais, ça a été leur apogée. Ça a été en effet leur apogée avec 2005 et qui cette fois-ci s'incline. Alors pour la fin de carrière entre ces deux joueurs,
on a un Jason Kidd qui est plus aussi actif sur le terrain. En effet, c'est normal, hein, la vieillesse commence à arriver. Et Steve Nash qui physiquement, ça commence à devenir dur. C'est vraiment compliqué, Steve Nash aux Lakers. Ça finit mal. D'ailleurs, on se demande si sa saison a vraiment commencé. Il arrive blessé avec ses douleurs au dos. Tu supportes les Lakers, toi. Ah, moi, j'ai commencé. Je crois il signe 27 millions sur 3 ans. 27 millions sur 3 ans. Il signe bien, il arrive. Et en plus, il y a un changement de style de jeu à cette époque dans la NBA où les meneurs sont beaucoup plus athlétiques. Beaucoup plus athlétique. Et là, on le voit que son niveau en défense, il est dépassé. Ouais. Et son physique qu'il lâche avec ses douleurs au dos ou autre, il est plus au niveau. Il est dépassé par ce jeu. Et moi, ça a été la déception de ma vie cette année. Les Lakers, là, j'ai été touché. C'est vrai, avec Mike D'Antoni, tous ces gens-là. C'était évident que vous alliez échouer. Moi, je suis arrivé au début. C'était évident. Toutes les affiches, tu vois l'affiche avec les 5 joueurs. Et en plus, à la fin, Kobe se pète. J'allais pleurer, moi. Vous pensez qu'à ça? Kobe se pète. C'est plus la forme parce que Kobe était justement tellement Nash n'était pas bon. Kobe avait pris la main. Oui. Kobe avait joué meneur et étant très bon d'ailleurs. Et à cette époque-là, on commence à y recroire ce qui qualifie l'équipe. Et quand il se pète, là, j'ai failli lâcher ma larme. C'était compliqué. Et Nash était vraiment dépassé. Quand ils sont éliminés au premier tour par les Spurs. C'est ça. Ouais, il y avait quoi? Il y avait Steve, le 5 de départ, c'était quoi? C'était Steve Blake à la main. C'était catastrophique. Il y avait personne dans l'équipe. Kidd a beaucoup mieux fini sa carrière grâce peut-être avec sa bague aussi. Il a été très important dans cette bague qu'il a eu après 17 ans de NBA où il a été un élément majeur du titre. Alors, pour 2011, en parlant du titre des Mavs, il faut quand même mentionner la très bonne défense de Jason Kidd sur Kobe Bryant sur la demi-finale de conférence Ouest. Parce que plusieurs fois, ils s'affrontent face à face. Alors, à la base, c'était Deshaun Stevenson qui était censé défendre sur Kobe Bryant sur le poste 2. Et Jason Kidd, qui est poste 1, donc meneur, défend sur Kobe. Vous savez pourquoi il est floqué 92 Stevenson? Je pose ça comme ça parce que toujours ça me marque son 92. Moi aussi, il vient de Haute-Seine. Je me pose toujours la question. Mais il veut pas le dire. Il s'appelle Steven en fait. Il s'appelle Steven, il a changé quand il arrive aux États-Unis. On le connaît, nous, il vient du coin, mais on le fera un jour un podcast pour vous raconter son histoire. Je suis pas sûr. En tout cas, par rapport à Jason Kidd, il faut quand même dire très gros progrès au niveau du shoot. Comme on le disait au début, un shooter médiocre par rapport à Jason Kidd. Et là, concrètement, il se transforme. Il est devenu vraiment intéressant au niveau du shooting jusqu'à arriver à la fin de sa carrière 9e meilleur shooter à 3 points. Quand même, il faut mentionner, en effet, sa bague de champion. C'était un gros bosseur et puis c'était l'année ou jamais cette année-là. Il est passé récemment 10e. Il y a Harden qui est passé devant. En tout cas, il a fini 9e. Et Harden qui finit 10e, c'est pas. Il y a une période où il était 5e all-time. Il y a une période où il était 5e all-time. Mais après, il y a les Stephen Curry qui l'ont dépassé. Ah oui, c'est ces individus, forcément. Pourquoi ces individus? Mais c'est pour nos jeunes qui nous écoutent. C'était vraiment l'année ou jamais pour Kidd parce que sont des très bons joueurs. À l'Ouest, les Lakers avaient moins faim cette année-là, donc il y avait quelque chose à prendre. Et ensuite à l'Est, il y avait le Big Tree qui s'était créé à Miami, mais c'était la première année où il n'était pas encore aussi dominant aussi performant. C'était là il fallait l'apprendre maintenant. C'était maintenant ou jamais. Et c'est vrai. Dirk devait l'apprendre aussi. Une équipe de vieux briscards avec les Stojakovic, Jason Terry. C'était ceux qui n'avaient pas gagné, qui voulaient prendre leur revanche et qui ont donné une leçon aux gamins. C'est ça. On parle même des gamins parce qu'ils avaient même aussi battu les Oklahoma Thunder qui commencent à monter avec Kevin Durant et Russell Westbrook, le marsupilami. Ils battent la relève. Dernier point par rapport à ce duel, vous préférez qui, les gars? Faites-moi un peu pitié quand même là et tout là. Dites-moi un peu là, vous avez été trop lisse là. Steve Nash. Sans hésitation. Donne tes points, poteau. Je trouve que Steve Nash était plus marquant dans son jeu. Je dis les passes qu'il inventait. Moi, en étant petit, je préférais Jason Kidd. Justement, je voyais les dunks dans le top 10, c'était plus marquant, c'était plus spectaculaire. Mais au final, en grandissant, j'ai plus appris à apprécier les passes qu'inventait Steve Nash, on va dire. Yes. Rafik. Moi aussi, Steve Nash. Déjà, il a été 2 fois MVP. Aussi parce qu'il a révolutionné un peu il a révolutionné la NBA avec le pick and roll. Il l'a remis au goût du jour, le pick and roll. Le jeu en vitesse, tout à fait. C'est lui. Et après c'est subjectif parce que Nash fait un peu penser à un footballeur et on fait beaucoup de football. Je me reconnais pas en lui, mais voilà, ça m'inspire plus. Je préfère plus ce style de joueur. C'est subjectif. Et moi et Rafik ne séparons pas l'homme de l'artiste. Moi concrètement, je vais choisir Jason Kidd.
Je veux dire Jason Kidd parce que c'est en effet lui au cours de mon enfance qui m'a le plus marqué. J'ai été très impressionné par sa série en triple-double en 2007 face aux Cavs de LeBron James. Il commençait à tout arracher à l'Est. Et moi, j'ai été aussi impressionné, notamment une série de playoffs 2004 face aux Pistons de Détroit en demi-finale. C'était une série historique, hein. Messieurs, je vous invite à la regarder. Et concrètement, Jason Kidd, 55-45.